Sud Radio. Prenez la parole, Jean-Marie Bordry. Notre police ouvre le feu de plus en plus en France. Est-ce qu'elle a le choix ? C'est la question qu'on vous pose ce soir dans Prenez la parole. Sachez-le, l'année dernière, les policiers français sont servis de leur arme près de 400 fois. C'est en hausse, une hausse de 54%, qui est une hausse importante par rapport à l'année précédente. À quoi c'est dû ? Est-ce que les policiers sont de plus en plus contraints de sortir leur arme parce que la société serait de plus en plus violente ? Ou alors, est-ce que c'est dû au fait que nos policiers sont de plus en plus nerveux parce qu'ils sont en burn-out ? Parce que aussi ils sont de plus en plus mis à contribution. Toutes ces questions, on vous les pose et on vous la pose aussi sur Twitter, sur le sondage qu'on a mis en ligne sur le compte Twitter de Sud Radio. On fait d'ailleurs un premier point avec vous. Antoine Lagente, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous. Et oui, vous prenez la parole sur Twitter où l'on vous pose la question du jour. La police tire de plus en plus. Est-ce qu'elle a le choix ? Et pour l'instant, vous êtes 77% à nous dire que non, la police n'a pas le choix. Elle ouvre le feu parce qu'elle n'a pas le choix. Vous continuez de réagir évidemment sur le fil Twitter de Sud Radio, de voter oui ou non et de nous poster également vos commentaires sur sudradio.fr. Merci Antoine. Tout de suite, on accueille notre première invitée avec plaisir, Leïla Le Boucher-Bouache. Vous êtes vice-présidente de l'association ASER. ASER, ça veut dire Action, Sécurité et Éthique Républicaine. Bonsoir à vous, Leïla Le Boucher-Bouache. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. On accueille également Yves Lefebvre. Il est le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir à vous Yves Lefebvre. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. D'abord, j'aimerais avoir votre avis sur cette question toute bête. On l'apprend par ce rapport de la police des polices, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Les policiers, votre profession s'est servi les policiers, vos collègues se sont servis de leur arme plus de 400 fois en 2017, à peu près 400 fois. C'était en hausse de 54%. C'est énorme. Comment ça s'explique ? Ça s'explique, je dirais, malheureusement, par un phénomène sociétal et par un phénomène conjoncturel. Il ne faut pas perdre de vue quand même que concomitamment, les violences à l'encontre des forces de l'ordre ont particulièrement progressé. Aujourd'hui, il y a une violence, certes, on ne peut pas passer, je dirais, ne pas reconnaître qu'il y a un usage des armes aujourd'hui en progression, mais pourquoi ? Parce que mes collègues, les policiers, au même titre d'ailleurs que les gendarmes, sont confrontés dans une un peu moindre mesure d'ailleurs, les gendarmes se servent. Oui, parce qu'ils sont pas. Faut remettre ça aussi dans un contexte, je dirais, d'exercice d'activité. Les policiers, vous le savez comme moi, exercent en milieu urbain ou périurbain. Mes collègues gendarmes travaillent plus en milieu rural. Et il est avéré, et tous les chiffres le démontrent, que la délinquance, je dirais, la violence de la délinquance est croissante, plus en milieu urbain, malheureusement. Donc c'est aujourd'hui, si vous voulez, on a des usages des armes beaucoup plus avérés qui s'expliquent, pour moi, syndicaliste policier, et avant toute chose, policier, oui. Bien sûr, par des violences commises et des tentatives d'homicide commises de plus en plus de façon récurrente contre les forces de l'ordre. Plusieurs cas assez spectaculaires d'ailleurs, dans lesquels des policiers ou un policier ont été contraints de se servir de leur arme ou alors se sont sentis contraints. Plusieurs cas sont produits dans les jours qui précèdent le nôtre, donc on y reviendra dans toute l'émission avec vous Yves Lefebvre. Je voudrais demander d'abord son avis à Leïla Le Boucher-Bouache, vice-présidente de l'association ASER. 400 fois, nos policiers se servent de leur arme l'année dernière. Hausse de 54% en une seule année. C'est inquiétant ou pas ? Oui, c'est inquiétant dans la mesure où on se rend compte que cette explosion de l'utilisation des armes à feu pose aujourd'hui question, puisqu'il y a encore 10 ans, la France, en matière d'utilisation des armes à feu, était pas trop mauvaise. C'est-à-dire que les policiers français avaient peu tendance à utiliser leurs armes à feu en comparaison à d'autres pays européens. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce chiffre explose. Donc ça questionne quand même. Donc effectivement, Monsieur Lefebvre parle d'une augmentation des violences à l'égard des policiers. Je pense qu'il faut aussi surtout parler de la question de la violence de la société et de la violence de la société de manière générale, qui ne fait que diminuer. Donc plus globalement, je pense qu'il faut prendre un petit peu plus de recul et puis sur l'augmentation des violences à l'égard des policiers, se poser la question du pourquoi aujourd'hui il y a effectivement un regard de la population, des citoyens qui est plutôt pas forcément toujours positif vis-à-vis des policiers. Donc je pense qu'il faut aussi poser cette question-là.
pourquoi il y a plus de violence à l'égard des policiers aujourd'hui, tout en considérant que le problème majeur, c'est que malgré tout, il y a quand même une baisse des violences générales et une baisse de la criminalité dans les pays d'Europe en général sur les 50 ou les 100 dernières années. Mais Leïla Le Boucher-Bouache, si je prends un exemple pour faire une comparaison qui sera peut-être un peu spectaculaire, mais comparons par exemple la police française avec la police américaine. Il n'y a quasiment pas une semaine sans qu'on apprenne ou qu'on voit une vidéo circuler d'un policier américain, je précise bien, qui a ouvert le feu sur quelqu'un qui finalement était sans défense ou alors portait sur lui un pistolet en plastique. On n'en est quand même pas là en France, si, Leïla Le Boucher-Bouache ? Non, on n'en est pas là. Heureusement nous n'en sommes encore pas là, mais effectivement, la question se pose. On peut y venir, puisque effectivement, M. Lefebvre aussi parlait de l'augmentation des armes en circulation, qui effectivement pousse la police à se doter davantage d'armes et aussi donc d'intervenir. Donc effectivement, je pense que ça peut arriver dans certains cas spécifiques, notamment dans le trafic de drogue, etc. Donc ça pose aussi la question de la lutte contre le trafic des armes. Donc ça, c'est aussi une question intéressante qu'il faudrait poser. Mais on n'en est pas là, puisque la police, les citoyens français ne sont pas surarmés, ce qui est le cas aux États-Unis. Où effectivement, et on n'a pas la même culture dans notre rapport aux armes, on n'a pas la même culture que les Américains, oui. Voilà, donc pour l'instant, on n'en est pas là. On ne peut pas se comparer à la société américaine. Mais Yves Lefebvre, je voudrais lui permettre de réagir. Yves Lefebvre, bon, on en est quand même... si vous compariez, par exemple, le policier français lambda au policier américain lambda, on n'est pas du tout dans le même contexte. On n'est pas du tout dans le même contexte. On n'est pas non plus on n'a pas les mêmes lois qui nous régissent au demeurant. Hein. On sait également que certains États américains, qui tentent peut-être d'ailleurs malheureusement à se développer, autorisent le port de l'arme pour le citoyen lambda. Mais on peut pas comparer ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Moi, simplement, je fais un bilan. Je ne nie pas qu'il y a des usages d'armes beaucoup plus de 50% en progression. Mais en un an, quoi. C'est ça qui est spectaculaire. Mais je lis quand même. Déjà aussi, il faut aussi savoir quand même que un État démocratique comme le nôtre permet aussi de connaître ces chiffres. Oui. C'est quelque chose de quand même particulièrement important. Parce qu'on a eu une époque pas si éloignée de nous, en demeurant, où ces chiffres n'étaient pas rendus publics. Aujourd'hui, force est de reconnaître que l'Inspection générale de la police nationale publie ces chiffres, mais n'accuse pas ces policiers d'avoir fait usage de façon, je dirais, démesurée et intempestive des armes. On va remettre tout dans un contexte qui remonte à quelques petites années, trop longues, certes, mais petites années. Prenons la configuration, les atteintes portées aux forces de l'ordre. On a tous encore malheureusement en mémoire Viry-Châtillon. Oui, on a en mémoire ce qui se passe sur un quai à proximité de République de mémoire, je crois, quand notre jeune collègue ADS sauve sa vie et celle de sa coéquipière. Ça, c'était lors d'une manifestation. Lors d'une manifestation, en l'occurrence organisée où par le policier, effectivement, les images avaient révolté la France, le policier se faisait frapper par un manifestant. On a aussi aujourd'hui une défiance. Je peux tout entendre, que le policier s'arme plus. Non, c'est faux, ça. Mais d'un autre côté aussi, on a une défiance constante et récurrente contre les forces de l'ordre. On le voit aujourd'hui, à un contrôle routier, on ne s'arrête plus. Justement, c'est arrivé. On banalise malheureusement aujourd'hui le fait de prendre la fuite. Alors je ne dis pas qu'il faut tirer, bien évidemment, je ne pourrais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas tirer sur chaque véhicule qui prend la fuite, mais on est dans un contexte. Et si vous voulez faire un parallèle avec, ou revenir sur l'affaire qui a aujourd'hui alimenté, légitimement d'ailleurs, les chroniques depuis mercredi soir de mémoire. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une enquête de l'Inspection générale de la police nationale. Et de toute façon, Yves Lefebvre, à chaque fois qu'un policier, que ce soit vous ou un autre en service, se sert de son arme, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un rapport tout de suite à faire ? Vous expliquez j'ai tiré, ou alors c'est une enquête, ou alors vous êtes convoqué ? Bien évidemment, il y a une enquête immédiate, il y a déjà tous les tests sanguins nécessaires, prélèvement, déjà vérifier si bien évidemment le fonctionnaire de police n'avait pas consommé tant de produits stupéfiants que d'alcool. Premier point, il y a saisie de l'arme immédiate, il y a analyse de l'arme, analyse balistique de l'arme, et mise en place systématique d'une enquête de l'Inspection générale de la police nationale qui va permettre de démontrer si le policier a agi en état de légitime défense ou pas. Et justement, est-ce que c'est facile à prouver ou pas, ça ? Est-ce que c'est clair comme définition ? C'est facile à prouver, vous savez, on a des enquêteurs spécialisés en la matière, oui.
Sur les règles de la légitime défense, elles ont un tant soit peu évolué depuis maintenant un peu plus d'1 an, avec la loi de mémoire, la loi sécurité publique voulue à l'époque. Moi, je l'avais dit à l'époque, je ne dirai jamais le contraire, elle a été faite un peu dans l'urgence. Parce qu'il fallait appréhender les choses différemment, il fallait se donner du temps au temps. Sauf à dire que nos gouvernants de l'époque, en l'occurrence sous le gouvernement François Hollande, et avec Manuel Valls comme Premier ministre, ont voulu, encore une fois de plus, réagir plutôt que d'agir dans la durée. Bon, ceci étant, aujourd'hui, les règles, elles sont lesquelles? Simultanéité et proportionnalité. On a ensuite le cas de la tuerie de masse, où le périple meurtrier qui a été fait après le triste attentat de Charlie, mis en place pour permettre justement de neutraliser, mais pas que dans le cas du terrorisme. Parce que madame tout à l'heure parlait effectivement du cas du trafiquant de drogue. Effectivement, on peut avoir un périple meurtrier lié à ce qu'on appelle une affaire de droit commun. Donc là, effectivement, le policier sait que là, il peut tirer. Et on a aussi le cas, à présent, du tir possible après sommation. À chaque fois, on démontre par A plus B, l'IGPN démontre par A plus B, légitime défense ou pas légitime défense. Et preuve en est faite qu'aujourd'hui, dans le cas des armes, il y a une immense majorité de détermination de la légitime défense ou de l'usage légitime des armes. Il ne faut pas penser un seul instant que les flics français sont devenus du jour au lendemain des cow-boys. C'est pas ça. Mais il y a forcément quelque chose qui a changé, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on fait cette... Voilà. C'est la société qui a changé. Non, oui, d'accord. Non, mais attendez, Yves Lefebvre, je comprends bien que la société ait changé. D'ailleurs, on la pose, la question, dans l'introduction de cette émission. Il n'empêche qu'une augmentation de 54% d'une année sur l'autre. On imagine difficilement que la violence est augmentée de 54% d'un coup d'un seul. Sinon, ça donnerait une impression de guerre civile. Est-ce que c'est pas aussi les règles? Non, c'est la méthodologie de la traduction de la violence. Il y a pas si peu de temps de ça. Le policier n'aurait pas été transformé en torche humaine lors de manifestations. On n'aurait pas attaqué 2 véhicules de policiers pour tenter de les tuer. Je reviens à l'affaire de Viry-Châtillon. Tout à fait. Aujourd'hui, encore pas paraître pour un vieux con, mais il y a encore quelques temps de ça, quand à un contrôle de police, les gens s'arrêtaient. On avait peur du gendarme avant et on n'a plus peur du gendarme aujourd'hui. Du gendarme et du voleur. Ouais. On s'arrêtait, on était dans des règles, je dirais, de respect. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Et puis, madame le disait, là, je la rejoins, sur le trafic des armes, aujourd'hui, il est commun, et c'est malheureusement, on banalise complètement le trafic des armes dans les quartiers difficiles, et pas que dans les quartiers difficiles. Et du coup, vous êtes obligé de vous armer. Enfin, ça peut paraître logique quand même que lorsque des services de police apprennent que les armes circulent de plus en plus dans tel ou tel quartier qui sont dans leur secteur, c'est logique aussi que les policiers s'arment de plus en plus, non ? Armés, on n'est pas plus armés qu'avant. Entendons-nous bien. On n'utilise pas forcément les mêmes armes. Si vous savez qu'il y a des armes de guerre qui circulent dans un quartier. Non, mais on a doté les effectifs de police du fusil d'assaut, le fusil d'assaut qui a été mis en place pour lutter contre le risque terroriste, parce qu'effectivement, l'arme de poing, le Six Hour, le pistolet que tous les policiers de France ont en dotation, n'est bien évidemment pas suffisant pour, riposter à un tir de Kalachnikov. Donc il fallait avoir une arme d'un calibre bien supérieur, d'une capacité, une neutralisation supérieure. Mais aujourd'hui, le policier lambda ne se promène pas dans les rues d'un quartier avec un fusil à pompe. Bien sûr que non, entendons-nous bien. On n'était pas en train de décrire ça non plus, Yves Lefebvre. Vous êtes avec Leïla Leboucher-Bouache, vice-présidente de l'association AZER, Action, Sécurité et Éthique Républicaine. Leïla Leboucher-Bouache, je vous redonnerai la parole dans quelques instants, c'est promis. On est sur Sud Radio, prenez la parole. Est-ce que notre police a le choix lorsqu'elle se sert de son arme, parce qu'elle s'en sert de plus en plus? Ça, c'est la question qu'on vous pose. Vous continuez à voter sur Twitter, on fera un point sur le sondage dans quelques instants. On se retrouve tout de suite après ça. Sud Radio. Prenez la parole, Jean-Marie Bordry. Nos policiers se servent de plus en plus de leurs armes en France. Est-ce qu'ils ont le choix? C'est la question qu'on vous pose en Prenez la parole ce soir. 400 fois. Les policiers sont servis de leurs armes 400 fois. En 2017, c'était l'année dernière, c'était une hausse de 54% par rapport à l'année d'avant. Alors qu'est-ce qui cloche? Est-ce que ce sont les policiers qui ont le choix? Est-ce que c'est notre société qui est de plus en plus violente? Ou est-ce que ce sont nos policiers aussi, tout bêtement, qui sont de plus en plus nerveux, ce qui pourrait s'entendre? Eh bien, on en débat tout de suite avec nos deux invités. On est avec Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, et on est avec Leïla Leboucher-Bouache, vice-présidente de l'association AZER, Action, Sécurité et Éthique Républicaine. Juste avant ça, on fait un point sur le sondage avec vous, Antoine Lagente. Oui, vous prenez la parole sur Twitter où on vous pose donc la question du jour. La police ouvre le feu de plus en plus. Est-ce qu'elle a le choix? Pour l'instant, vous êtes 79% à nous dire que non. Vous votez oui ou non et vous réagissez en commentaire. Comme cet auditeur qui nous dit que la police est vue comme un gang par les vrais gangs. La notion
notion de force publique en tant que telle disparaît. Il demande par ailleurs que soit adopté le principe de présomption de légitime défense pour la police pour faire respecter l'État. Un autre auditeur est plus virulent, lui, contre la police. Il ne faut pas hésiter à déposer plainte, nous dit-il, contre les responsables de ces violences policières et leur hiérarchie. La multiplication des incidents, la généralisation de l'arbitraire atteste du laisser-faire. Il faut que ça change, quelle que soit votre opinion. Vous continuez de voter oui ou non sur le fil Twitter et vous n'hésitez pas, vous prenez la parole en nous laissant vos commentaires. Vos commentaires, vos avis et vos réactions. Leïla Le Boucher-Bouache, Yves Lefebvre tout à l'heure nous disait on n'a plus la peur du gendarme en France. Est-ce que ça, cette impression, vous la partagez ? Non, je la partage pas. Moi, je partage pas du tout cette posture. Je sais pas trop sur quoi elle se base. Est-ce qu'il y a des... Voilà, je ne sais pas trop. Par contre, moi, ce que je voulais poser comme question, c'est par rapport effectivement à son intervention sur l'ouverture des enquêtes systématiques par l'IGPN. Ce qui serait intéressant aussi de poser comme question, c'est qu'est-ce que l'IGPN ? Donc l'IGPN, en fait, dépend quand même directement du ministère de l'Intérieur. La police des polices. Voilà, la police des polices. Effectivement, ça porte bien son nom, puisque c'est la police qui juge la police. Donc ça pose quand même la question de l'objectivité et d'être juge et partie. Donc ça pose donc clairement la question de l'indépendance du contrôle de la police. Donc ça, c'est quand même une grosse problématique en France. Ça lui arrive quand même assez régulièrement de sévir, Leïla Le Boucher-Bouache, la police des polices. Ça lui arrive de sévir quand même assez régulièrement, la police des polices. Ça lui arrive certes de sévir, effectivement, elle est saisie et je ne dis pas qu'elle ne prend que des mauvaises décisions. En revanche, du point de vue du respect des droits de l'homme et du point de vue de l'objectivité que peut avoir justement l'IGPN, ça pose question. Puisque pour vous, elle n'est pas suffisamment indépendante, ou en tout cas, elle n'est pas suffisamment... Elle ne peut pas être indépendante. À partir du moment où c'est la police qui juge la police, elle ne peut pas être indépendante. Bien que je ne remets pas en cause la démarche de l'IGPN de vouloir bien faire son travail, mais il est quand même compliqué de devoir prendre des décisions les plus justes et les plus impartiales, les plus impartiales possibles lorsqu'on est dans cette position-là. Donc ça, c'est quand même aussi une problématique. Pour pouvoir respecter finalement l'ensemble des textes auxquels la France a ratifié, tout simplement. Et voilà, que la France a ratifié, que ce soit sur les droits de l'homme, que ce soit sur les principes des Nations Unies, sur le recours à la force et l'usage des armes à feu. Cette question-là, et même d'ailleurs dans des textes européens, le texte du Conseil de l'Europe sur le Code européen d'éthique de la police, il est aussi clairement dit que pour que la police puisse faire son travail correctement et que le contrôle puisse se faire aussi de manière correcte, il doit être indépendant. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui en France. Indépendant au sens de séparer complètement. Yves Lefebvre, du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. J'entends ce discours récurrent. Je l'entends. Simplement, il faut savoir quand même que c'est une corporation aujourd'hui, tout pan confondu, fonctionnaires et privés. Ce sont les policiers les plus contrôlés aujourd'hui et qui plus est les plus sanctionnés. Mais ne perdons pas de vue quand même que quand l'IGPN est, déclenché, c'est déclenché sur la décision d'un magistrat. Donc l'IGPN est mise à disposition, c'est un service d'enquête mis à disposition d'un magistrat et produit ensuite des conclusions suivies ou non suivies par le magistrat au demeurant. C'est quand même avéré à bon nombre de reprises que l'IGPN peut effectivement conclure là on est sur l'usage des armes et imaginons-nous sur le cas malheureux, par définition, de la mort d'un être humain, l'IGPN pourrait conclure à un état légitime de défense qui pourrait ne pas être suivi d'ailleurs au demeurant par le magistrat instructeur. Ça, c'est un premier point. Ensuite, aujourd'hui, tendre dire que il y a un manque d'objectivité, un manque de discernement de l'IGPN, non, je m'oppose à ce concept. C'est pas possible. J'imagine que d'ailleurs, Unité SGP Police Force Ouvrière, votre syndicat, comprend aussi des membres de l'Inspection Générale de la Police Nationale. C'est possible au demeurant, mais en règle générale, je dirais, comme dans la plupart des directions d'emploi, il est d'usage, il n'y a pas d'obligation, mais d'usage effectivement que les gens qui appartiennent à ces services enquêteurs comme aux services de direction, d'ailleurs, sont pour la plupart non syndiqués. Ils peuvent devenir syndiqués bien évidemment, ou ils peuvent l'être au demeurant. Non, mais on ne va pas remettre en cause l'objectivité là-dessus, parce que c'est un débat à ce moment-là constant et récurrent. C'est un débat que je mettrais quasiment sur la même place que celui que j'avais eu l'horreur d'entendre pendant la campagne des dernières élections présidentielles, quand un candidat
ultra minoritaire prétendait que les policiers devaient être désarmés, et un autre qui a failli être au deuxième tour, qui prétendait aussi, et là je parle de Jean-Luc Mélenchon, je parlais de Poutou et de Jean-Luc Mélenchon, oui, voilà. Et Mélenchon qui lui prétendait que les flics étaient des cow-boys. Et il faut entendre raison à un moment donné. Le flic n'est pas un cow-boy. Le flic fait usage de ses armes. Pourquoi ? Parce que, je me répète par rapport à ce que j'ai dit en propos liminaire, c'est qu'on est dans un contexte sociétal où la violence est de plus en plus palpable. Et aujourd'hui, moi, il n'y a pas eu une intervention que j'ai eu fait dans les médias quand on vient à parler de l'usage des armes et du contexte de travail des policiers. Aujourd'hui, le policier travaille la peur au ventre, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en face de nous, on peut trouver à tout moment une arme. C'est ça le problème aujourd'hui. Et l'arme n'est pas simplement qu'une arme, je dirais, traditionnelle. On a aussi l'arme par destination. L'arme par destination qui peut être, dans le cas présent, et là je ne m'aventurerai pas, parce que je laisserai l'IGPN, en qui j'ai moi pleinement confiance, l'IGPN menait son enquête sur l'affaire de mercredi soir, mais une voiture, un scooter, une moto ou toute autre chose peut se transformer aussi en arme par destination. Et justement, c'est ce qui s'est terminé tragiquement, hein, Yves Lefebvre. Manifestement, mais on va laisser l'enquête. Non, mais justement, je vais juste rappeler les faits, parce que au-delà la culpabilité ou l'innocence du policier sera déterminée par l'enquête, ça c'est pas le problème. Mais les faits sont quand même assez parlants, donc on va le rappeler. Un homme a été tué cette semaine, un homme de 26 ans a été tué par le tir d'un policier. Ça, c'était à la fin d'une course-poursuite. Sauf que avant, la course-poursuite est aussi quand même extrêmement spectaculaire, quoi. Tout a commencé à Draveil, dans l'Essonne. Voilà, enfin, le conducteur a pris tous les risques. Il a pris la route en sens inverse, par exemple. Donc, je voudrais. Mais à partir de là, est-ce que ça justifie qu'à la fin, quand le conducteur est coincé, finalement, le policier ouvre le feu ? Mais attention, non. Si le policier, imaginons-nous à terme, on va remettre les choses dans le contexte, en fonction des éléments qui sont les miens, alors je parle en fonction des éléments que je peux avoir, effectivement, de mes collègues sur le terrain à ce moment-là, et de ce qu'on a su, entre autres choses, aussi par des bribes d'informations. On a la course-poursuite. Il est prévu, il est légal, même si c'est extraordinairement rare de le faire. Il est légal de réquisitionner un véhicule pour entamer, je dirais, une course-poursuite, une chasse, comme on dit vulgairement, derrière un véhicule. Ça, c'est ce qu'a fait le policier qui a pris en chasse le fuyard. Là, il est dans la complète légalité, même si c'est une chose qui ne se fait. C'est une réquisition. Très peu. C'est une réquisition, il a tout à fait le droit de le faire. Il le fait. Ensuite, on arrive au moment, à l'instant où arrive l'ouverture du feu et ce drame, parce que je me répète, la mort d'un homme, quel qu'il soit, est toujours un drame. Dans le contexte, le véhicule s'arrête, et là maintenant l'enquête devra déterminer si le véhicule, le conducteur décédé, fait usage de son véhicule comme une arme par destination pour reculer vers le policier et tenter de porter atteinte à l'intégrité physique du policier ou du chauffeur du scooter qui avait été réquisitionné. En l'occurrence aujourd'hui, d'après les éléments, mais sous toute réserve bien évidemment, en fonction des éléments en ma possession, aujourd'hui le témoignage, y compris du conducteur du scooter, atteste qu'effectivement l'individu a reculé. Donc il y a une tentative là de porter atteinte à l'intégrité physique du policier qui dès lors ouvre le feu. On est aujourd'hui dans un contexte qui est rarissime, et fort heureusement d'ailleurs au demeurant, mais qui est dans un contexte, je dirais, qui pour moi est placé sous le sceau de la légalité. Parce qu'aujourd'hui, à un moment donné aussi, il faut se mettre dans la peau du flic. Et c'est ce qu'on oublie de faire. Le flic, il voit le véhicule reculer vers lui. Il sent que le véhicule et le conducteur, par destination, peut tenter de le tuer. Quelle est sa réaction ? S'il n'a pas de capacité à passer d'un bord ou de l'autre, il ouvre le feu. Leïla Le Boucher-Bouache, j'aimerais vous demander votre avis. Alors, vous, pas plus que Yves Lefebvre, vous ne pouvez savoir ce qui s'est vraiment passé, hein, pas plus que moi-même, dans ce drame qui s'est produit cette semaine à Paris, où un jeune homme a finalement été tué par le tir d'un policier. Mais il n'empêche, le policier qui est âgé de 23 ans a été placé en garde à vue. Et l'inspection générale de la police nationale a été tout de suite saisie. Manifestement, d'après le témoignage du policier, le véhicule qui était en fuite a fini par faire marche arrière et percuter le scooter sur lequel se trouvait le policier. Donc c'est là que le policier a fait feu. Si ça s'est passé comme ça, juste je prends cette hypothèse, à supposer que ce soit vrai, si ça s'est passé comme ça, est-ce que le policier avait le droit d'ouvrir le feu ? Écoutez, moi, ce que j'ai envie de dire sur les situations particulières parfois sont un piège.
je vais revenir aussi sur ce que disait Monsieur Lefebvre tout à l'heure, sur la question de la légitime défense, qui est facile à prouver. Je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Je trouve qu'au contraire, c'est très compliqué, et encore plus avec, on va dire, l'élargissement de la légitime défense qui s'est faite il y a 2 ans. La question de la simultanéité et de la proportionnalité, c'est très complexe. Et alors, ça pose la question on va rappeler d'ailleurs juste du en une phrase pour tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent Sud Radio et qui ne sont pas forcément juristes, qu'est-ce que vous entendez par la simultanéité ? La notion. Alors là, j'ai envie de... peut-être que je vais laisser Monsieur Lefebvre répondre sur la simultanéité. Non, mais bien sûr, si vous voulez, avec grand plaisir. Même si elle est très complexe à déterminer, la simultanéité. C'est qu'au moment donné, au moment où l'individu braque son arme, j'insiste bien que son arme, ou se sert d'une arme par destination, comme c'est le cas, supposé être le cas. D'accord. En gros, il est en voiture, il fonce sur le policier ou il braque son arme. C'est-à-dire que tout se fait dans le même temps. Dans le même temps. On braque un policier au moyen d'une arme, ou on fonce sur un policier au moyen d'un véhicule, le cas présent. Tout se fait dans l'instant précis. Si jamais cette condition-là est réunie, une de ces deux conditions est réunie. Dès lors, bien évidemment, il faut qu'il y ait proportionnalité. Donc, dans l'arme de poing, on va dire l'arme à feu, il y a usage de l'arme à feu par le policier, donc il y a proportionnalité. Et dans le cas de la voiture ou de l'arme par destination, il y a également proportionnalité. Pourquoi ? Parce que ce qui est devenu une arme par destination peut tuer. On va inverser la tendance. Si par exemple vous brandissez un bâton de bois sur un policier, bien évidemment que l'usage de l'arme ne sera pas toléré et la légitime défense ne sera pas tolérée. Proportionnel, parce que ce ne serait pas proportionnel d'utiliser votre pistolet contre un homme qui vous menace d'un bâton. Par contre, dans un autre cas de figure, rappelons-nous les tristes images du 31 décembre à Champigny-sur-Marne, où là, on frappe avec des moyens divers et variés, des barres de fer, etc. On frappe. Avec une foule, on rappelle la scène d'ailleurs, ça s'est passé la nuit, une foule de jeunes qui sont à 2 doigts pour le coup de lyncher une policière qui est toute seule et qui est rouée de coups alors qu'elle tombe par terre. Là, elle aurait presque pu s'en servir, quoi. C'est ça que vous dites. Elle aurait pu s'en servir, bien sûr. Moi, je considère que là, il y avait légitime défense et elle ouvrait le feu. Et elle l'a pas fait pour le coup. Il y avait, si vous voulez, cette association de masse humaine avec cette violence au moyen de barres de fer, avec des moyens qui pouvaient tuer. Parce que là, il y avait une conglomération de moyens qui pouvaient tuer. Et comme je reviens toujours aussi, excusez-moi le peu, mais de revenir sur l'affaire de Viry-Châtillon, où moi j'ai considéré à l'époque, le soir même, je disais je l'arrête dans les médias, que mes collègues auraient dû ouvrir le feu. Et ils ne l'ont pas fait, d'accord. Ils ne l'ont pas fait d'ailleurs. Ils ne l'ont pas fait, effectivement. Ça, c'est un exemple qu'il faut aussi rappeler. Restez avec nous, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Restez avec nous également, Leïla Leboucher-Bouache, vice-présidente de l'association AZER. La police ouvre de plus en plus le feu en France. Est-ce qu'elle a le choix ? Ça, c'est la question qu'on vous pose sur Twitter. On continue à vous la poser en un chiffre. Antoine Lagente. Pour l'instant, vous êtes 81% à penser que non, la police n'a pas le choix quand elle ouvre le feu. Ça veut dire que pour vous, plus de 80% d'entre vous, vous pensez que les policiers sont obligés finalement de sortir leurs armes. Constat bien pessimiste. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. Prenez la parole, Jean-Marie Bordry. Notre police française ouvre le feu de plus en plus en France. Alors, est-ce qu'elle a vraiment le choix ? Est-ce que c'est la société qui devient de plus en plus violente ou est-ce que ce sont les policiers qui deviennent de plus en plus nerveux ? Ça, c'est la question qu'on vous pose ce soir dans Prenez la parole. Vous continuez à voter sur le sondage qu'on a mis en ligne sur le fil Twitter de Sud Radio. On vous donnera le verdict, votre verdict, si je puis dire, à la fin de cette émission. On en débat avec Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, et avec Leïla Leboucher-Bouache, vice-présidente de l'association AZER, Action, Sécurité et Éthique Républicaine. Leïla Leboucher-Bouache, Yves Lefebvre nous rappelait à l'instant un exemple qui avait effectivement scandalisé la France avec cette policière qui s'était retrouvée absolument rouée de coups la nuit de la Sainte-Sylvestre à Champigny, en Île-de-France, et qui, pour le coup, ne s'était pas servi de son arme. Est-ce que vous pensez que si elle l'avait fait, bon, d'abord, il y aurait probablement eu un drame, mais est-ce que vous pensez que si elle l'avait fait, à la vue des images que toute la France a pu voir à cette époque, elle aurait été condamnée ou pas ? Dans ces circonstances-là, non. Après, ça renvoie aussi à la question de comment s'est-elle trouvée seule dans cette situation, parce que c'est aussi là-dessus sur lequel c'est fait là-dessus sur ce que je voulais en revenir par rapport à la simultanéité et la proportionnalité. C'est aussi la question du discernement des policiers, qui renvoie au recrutement, à la formation et à l'encadrement. Moi, je pose la question pour en revenir à l'affaire qui fait que l'on est là aujourd'hui, donc dans la nuit de mardi à mercredi, c'est quelles sont les raisons qui ont poussé le policier, qui a mené à cette situation,
si j'ai bien compris, c'est de la conduite sans permis de conduire. Donc la question là, c'est de discerner la situation, enfin c'est de faire preuve de discernement. Quelle est la réaction que j'ai pour ne pas me mettre en danger, ne pas mettre en danger l'autre. Là, il n'y avait pas danger de mort. Il conduisait sans permis. Alors, ça c'est autre chose. Oui, mais si je remets le matriculation et d'aller arrêter monsieur chez lui. C'est-à-dire que là, le policier a pris le risque d'une course-poursuite en plein Paris et qui a mené à cette situation dramatique, qui aurait pu être tout aussi dramatique pour le policier. Mais est-ce qu'on peut... alors, si j'inverse la question, Leïla Leboucher... Oui, non, mais effectivement... Tout à l'heure, il faut pas forcément parler que des situations individuelles. Ouais. Donc là, on est sur cette situation-là, mais c'est aussi le cas pour bien d'autres situations. Mais si je reviens sur cet exemple, et si je creuse votre raisonnement avec vous, Leïla Leboucher-Bouache, creusons ensemble le raisonnement que vous tenez. Je vais essayer pour le saisir le mieux possible. En gros, on revient sur ce qui s'est passé cette semaine à Paris, où à la fin de la course-poursuite, entre un policier qui a réquisitionné un scooter et un homme qui n'avait pas le permis, à la fin de la course-poursuite, le policier se sent obligé de tirer sur l'homme. Et avant de ça, la course-poursuite a été extrêmement dangereuse et violente. Vous dites carrément que à partir du moment où le jeune n'avait pas son permis, il fallait le laisser rentrer chez lui tranquillement en voiture et puis le cueillir à froid quand le danger serait écarté. C'est une question que je pose. Mais c'est prendre un risque quand même, malgré tout. Ne serait-ce pas moins dangereux, autant pour lui, les autres citoyens et le policier, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la principale mission, enfin la mission première de la police, c'est la protection des populations. Déjà. Et donc, c'est là-dessus que je pose la question, le discernement. J'analyse la situation et je réagis en conséquence. Effectivement, dans la situation finale d'une course-poursuite, où en plus le véhicule a reculé et a percuté le scooter, il n'avait pas le choix. Mais c'est ce qui s'est passé à la fin. C'est-à-dire de discerner à quel moment, de discerner quel est le comportement idéal que je dois avoir en tant que policier pour ne pas mettre en danger les citoyens, me mettre en danger. Les passants ou les autres automobilistes. En tout cas, c'est ce que vous proposez. Commis pour pouvoir ne pas aller vers des situations aussi dramatiques. Parce qu'effectivement, la finalité, c'est quoi ? C'est qu'un homme qui conduit sans permis finit mort. Et pour le policier, c'est tout aussi dramatique. 23 ans, il a aujourd'hui tiré sur quelqu'un. Ouais. Effectivement, dans des conditions où là, pour le Ceci coup... dit, oui, mais j'ai laissé réagir Yves Lefebvre, Leïla Leboucher-Bouache. Je vais laisser réagir Yves Lefebvre parce que, à mon avis, il va vous dire que ça aurait voulu dire prendre le risque d'avoir quelqu'un qui est trop dangereux au volant en le laissant conduire. Oui, bien évidemment, il y a ce contexte aussi. Et in fine, là, on est quand même considéré sur un policier qui a voulu mener à bien sa mission jusqu'au bout. Parce qu'au départ, on le sait après, que le conducteur, la défunte personne, était effectivement sous le coup d'une conduite sans permis de conduire. Au début, c'est quoi ? C'est qu'il refuse le contrôle. Au départ, il refuse le contrôle. Donc vous êtes dans quelle configuration ? Vous avez un véhicule dans Paris qui refuse le contrôle, qui entame donc une fuite en avant, une fuite particulièrement dangereuse, avec un policier qui veut, in fine, aller jusqu'au bout de sa mission. En prenant des risques, avec une méthode, je le répète, qui est légale, celle de réquisitionner un véhicule automobile pour poursuivre le mise en cause. Et c'est après qu'on le sait ça. Mais à la fin aussi, faut remettre, je crois, à un moment donné, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. C'est ce que je fais, justement. Non, mais attendez, laissez-moi, si vous me permettez, je vais juste finir. Si effectivement, on est dans le contexte d'une personne qui conduit sous le coup d'un défaut de permis de conduire, mais pourquoi tente-t-il de porter atteinte physiquement aux moyens de son véhicule sur le policier et qui plus est sur le civil qui conduit le scooter? Mais à un moment donné, il faut entendre raison. Si vous conduisez sans permis de conduire, vous prenez la fuite, mais à un moment donné, vous êtes arrêté, vous ne pouvez plus aller plus loin. Mais j'en reviens tout à l'heure aux gendarmes et aux voleurs. On s'arrête, on bouge plus, on reste sur place. Là, on analyse la situation. Mais non, attendez. Là, en l'occurrence, il tente de porter atteinte physiquement aux moyens de son véhicule sur le policier et le conducteur du scooter pour tenter de reprendre la fuite. À un moment donné, il faut entendre raison. Et je remets absolument pas en cause. Dans cette situation-là, je n'ai pas remis en cause l'intervention. C'est en amont. Bien sûr. D'accord, autant pour moi. Ce que dit Leïla Leboucher-Bouache, c'est ça. Excusez-moi. Très bien. Mais là, en l'occurrence, quelle est ma réaction ? Non, mais en fonction du délit, le policier. La question aujourd'hui que vont déterminer les enquêteurs de l'IGPN, c'est de savoir est-ce que le policier, mon collègue, connaissait réellement le motif pour lequel l'individu prenait la fuite. C'est ça la question qui est posée aujourd'hui. Parce que quand le véhicule passe, il ne sait pas
s'il a le permis de conduire ou pas. Il ne sait pas qui est à bord du véhicule, puisqu'il ne l'a pas identifié. Il est confronté à une personne qui prend la fuite de façon délibérée. Pardon. Donc ça pourrait être ce que vous dites, en gros, Yves Lefebvre, c'est que ça aurait pu être dans l'esprit du policier n'importe qui. Mais ça peut être n'importe qui, ça peut être un terroriste, ça peut être une grosse affaire de droit commun, ça peut être du trafic de drogue, ça peut être Edouane Faïd qu'on n'a toujours pas retrouvé. On avait eu quelques temps auparavant, on avait quand même eu un homicide, l'après-midi même, on a eu un homicide sur Bobigny. Donc on est dans la plateforme. Oui, mais quand on ne sait pas, le policier ne sait pas. Ça peut être tout simplement un simple délit de fuite pour défaut de permis. Oui, mais en l'occurrence, madame, avec un peu d'expérience, policière qu'est la mienne, aurait suffi, c'est pour ça. Et monsieur aurait été arrêté. Non, mais l'identification, comment voulez-vous l'identifier? Vous ne savez pas. Mais madame, à ce moment-là, on en revient un peu aux propositions de Poutou et de Mélenchon, il faut que nous pourrions le faire dans un monde de bisounours, madame. Nous ne sommes malheureusement pas. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Madame, permettez-moi de vous dire que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et le discernement, c'est au contraire être très responsable. C'est faire un seul instant. Je peux comprendre. Quel risque je prends moi en tant que fonctionnaire de la police et quel risque je fais prendre aux autres citoyens et à celui qui fait un délit. Oui, madame. Le policier est contraint de par si vous me permettez, le policier est contraint de par son emploi de prendre des risques, je considère, qui sont complètes. Non, mais qui sont malheureusement aujourd'hui dans un. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Simplement aujourd'hui dans une malheureuse évolution sociétale qui sont aujourd'hui complètement disproportionnées. Effectivement, un môme, parce que moi je considère que c'est un môme. On a deux mômes, là, un môme de 25 ans, un môme de 23 ans. Parce que le policier aussi est très jeune. Et le môme de 23 ans, le flic, mon collègue, le gardien de la paix, 2 ans de police. Et qui est amené là, il a foutu sa vie en l'air, ce gamin, parce qu'il a voulu faire son boulot, parce qu'il est confronté à une délinquance aujourd'hui de plus en plus menaçante, de plus en plus violente, et c'est là qu'il faut véritablement rayer le mal, parce qu'on a laissé aussi, on pourrait débattre encore pendant des heures, sur la malheureuse évolution ou le non-dit et le non-fait de nos différents gouvernements, qui ont laissé prospérer des économies souterraines dans certains quartiers qui sont malheureusement devenus des zones de non-droit. Et c'est là qu'il faut qu'on reprenne du terrain. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la peur du flic aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus la peur du flic. Et c'est ça qui est dangereux. Moi, l'idée, c'est pas d'avoir peur de la police, c'est de la respecter. Et moi, je dis que vous dites que ce jeune a bousillé sa vie. Moi, je pose la question. Le policier, là vous parlez du policier qui a été obligé de tuer quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas un défaut d'encadrement? Est-ce que ce n'est pas un défaut de formation? C'est un autre débat. Le défaut d'encadrement. Et le défaut d'encadrement, vous avez eu tout à l'heure des propos. C'est quand même un sujet, et je pense que là-dessus, on peut aussi être d'accord de poser la question de la formation des policiers. Il faut quand même pas oublier que la police, les policiers municipaux n'ont que 4 mois de formation, que la police et la gendarmerie... Ils ne sont pas tous armés, madame. Ils ne sont pas tous armés. Les policiers municipaux, malheureusement pour eux, ne sont pas tous armés. Qu'ils soient armés ou pas, parce que là, on parle pas que de l'armement. 4 mois pour un policier municipal, c'est largement insuffisant. Et moi, je regrette une personne à la fois, s'il vous plaît, Yves Lefebvre. Et Leïla Le Boucher-Bouache, juste. Leïla Le Boucher-Bouache, vous dites en gros, les policiers sont pas suffisamment formés et ce policier-là qui a été obligé de tuer un homme à la fin, eh bien ce policier-là était trop jeune, c'est ça que vous dites? C'est pas qu'il était trop jeune, c'est que il n'a pas été bien formé. Parce qu'il n'a pas forcément pris la bonne décision au démarrage. Et ça paraît difficile. Oui, ceci dit, je suis obligé de vous l'objecter. La question de la formation des policiers, la question de les mettre en situation, de les interroger vis-à-vis de leurs pratiques, puisqu'effectivement, vous dites qu'il y a une véritable défiance à l'égard des policiers, une plus grande violence à l'égard des policiers aujourd'hui. Il faut se poser la question du pourquoi, puisque quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous vivons dans une société beaucoup moins violente qu'avant. Mais je suis obligé de l'objecter à ce que vous dites. Non, mais Leïla Le Boucher-Bouache, je suis obligé de préciser malgré tout. Leïla Le Boucher-Bouache, je suis obligé de préciser quand même que si jamais l'enquête prouve que le policier ne savait pas que le conducteur en fuite n'avait pas son permis, eh bien le policier il peut pas savoir à qui il a affaire. Pour le coup, c'est un fait que Yves Lefebvre a raison. Donc à partir de là, vous reprochez, Leïla Le Boucher-Bouache, à ce policier d'avoir enclenché une course-poursuite. Mais sauf que celui qui refuse un contrôle de police, ça peut être un terroriste, ça peut être un gangster. Il peut pas savoir, le policier, ça peut être un gros poisson. Mais oui, mais quand on ne sait pas justement, même le fait de ne pas savoir, mais imaginez, ça avait été quelqu'un d'extrêmement dangereux. Est-ce que je veux bien tout entendre, mais à ce moment-là, madame, si vous me permettez, en tout cas, on en arrive.
ça sera terminé en un drame, Yves Lefebvre. Manifestement, on a perdu la communication, un petit problème de téléphone. Yves Lefebvre, ça sera terminé comme un drame et c'est quand même le plus triste dans tout cela. Merci à vous d'être intervenu. Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Merci à vous, Leïla Leboucher-Bouache, vice-présidente de l'association ASER, Action, Sécurité et Éthique Républicaine. On vous l'a posé cette question. La police ouvre le feu de plus en plus. Est-ce qu'elle a le choix ? Le verdict sur Twitter, Antoine Lagente ? À 82%, vous pensez que non, elle n'a pas le choix d'ouvrir le feu. Donc elle se sent obligée pour vous de se servir de son arme. Dans quelques instants, on retrouvera Olivier Allemand sur Sud Radio. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.